cette vidéo qui est un bonus qui fait suite aux 3 précédentes vidéos sur les triplets pythagoriciens. Je vais utiliser ici des fonctions que j'ai expliquées dans les 3 précédentes vidéos. Donc si vous ne les avez pas vues, je vous conseille de les voir d'abord. Aujourd'hui, pour ce bonus, je vais simplement m'intéresser à la visualisation des triplets pythagoriciens graphiquement. Pour ça, il faut d'abord avoir les différents triplets pythagoriciens. Donc on va utiliser par exemple la solution naïve pour calculer les triplets pythagoriciens inférieurs à 20. Pardon, on va plutôt utiliser la solution qu'on a utilisée dans la seconde vidéo, celle-ci donc. Et donc encore une fois les triplets pythagoriciens jusqu'à 20. Mais on va juste la modifier. Si on se rappelle de la deuxième vidéo, je n'ai ajouté le troisième nombre que à la fin. Donc en fait au départ je calcule les 2 premiers nombres, qui sont les 2 plus petits, et le troisième je ne l'utilise pas. Et donc en fait on a besoin uniquement de cette partie de la fonction qui calcule les premiers nombres afin d'avoir uniquement donc 3, 4 au lieu de 3, 4, 5, 8, 15 au lieu de 8, 15, 17, donc vous voyez ici 8, 15. Parce que le troisième ne va pas nous intéresser pour la représentation graphique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre une flèche vers le haut. Et ce que cette flèche vers le haut fait, c'est qu'elle transforme cette liste de couples en un tableau, qui n'est pas une liste, mais vraiment un tableau de dimension, un tableau à double entrée si vous voulez, qui contient quand même nos valeurs, mais c'est sous forme d'un rectangle, au lieu d'avoir une liste qui contient chaque élément de la liste est aussi une liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la transposée, c'est le terme technique, mais on voit ici qu'on a un rond avec une barre oblique, et en fait la barre oblique, c'est comme si c'était un miroir, et on va faire une réflexion de cette matrice par rapport à cet axe. Et donc on voit que, en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça transforme ce qui était en colonne en ligne. Donc la première colonne est devenue la première ligne, la deuxième colonne est devenue la deuxième ligne. Et ensuite, on va revenir avec une flèche vers le bas à une forme où on a une liste de listes plutôt qu'un tableau. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien, vous aurez remarqué qu'au lieu d'avoir le couple 4-3, puis le couple 3-4, puis le couple 5-12, puis le couple 6-8, là on a le premier nombre de chaque couple. Donc on a 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et ensuite on a le deuxième nombre de chaque couple. Donc 4 qui va avec 4-3, 3 qui va avec 4-3 aussi, 12 qui va avec 5, 8 qui va avec 6, 6 qui va avec 8. À chaque fois, on les a dans le même ordre, mais ils ont été séparés en 2 listes. Et je fais ça, ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est parce que c'est la forme des arguments que prend la fonction plot, avec un type de scatter pour faire des points donc. Et si on fait ces points-là, si on les dessine, eh bien, on voit que en fait, pour chaque couple de nombres, il va avoir dessiné un point à ses coordonnées. Par exemple ici, à une coordonnée 4, 3, on a un point. À 3, 4, on a un point. À 8, 6, ici, on a le point. À 6, 8, etc. pour chacun des triplets qu'on avait dans notre liste. Et donc on obtient cette représentation graphique des triplets. Alors il y a quelques petites choses qui sont à remarquer avec cette représentation graphique, des choses intéressantes. Si on prend un des points, on peut voir le triangle rectangle que représente le triplet, puisque on sait que sa hauteur est un entier, son décalage de gauche à droite, comme ça c'est un entier, et bien la diagonale qui est ici en fait, ça va aussi être un entier, ça va être le troisième nombre, celui qui manque, et donc en fait le troisième nombre, il est représenté par la distance à 0, 0. Alors là le repère commence à 2, 3, donc 0, 0 ça va être un petit peu plus bas.
mais il faut vraiment s'imaginer que le troisième nombre des triplets, c'est juste la distance entre le point et l'origine du repère, le 0, 0. Alors, on va recommencer à tracer, mais peut-être pour plus de nombres. Par exemple, si on prend les 100 premiers triplets, et donc là, cette fois, on a bien un repère 0, 0, et on voit que le triplet 3, 4, il a une distance de 5, on le voit un petit peu, à peu près, à l'origine. On remarque une autre chose, c'est qu'il y a des lignes qui se forment. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre une propriété fondamentale des triplets pythagoriciens. Si vous multipliez toutes les longueurs par un même nombre, entier bien sûr, vous obtenez aussi un triplet pythagoricien. Donc là, on avait le triplet 3, 4. Là, on va avoir 3, 4 fois 2, ce qui fait 6, 8. 3, 4 multiplié par 3, donc ça fait 9 et 12. Et multiplié par 4, multiplié par 5, etc. Et c'est logique finalement, puisque en multipliant toutes les longueurs, vous faites juste le même triangle, un petit peu plus grand, mais vous ne changez pas le fait que ce sont des entiers, vous ne changez pas que le fait que c'est un triangle rectangle. Et c'est pour ça qu'on a des lignes comme ça qui s'organisent. Et en fait, tous les points sont sur des lignes. Simplement, ce sont des lignes plus ou moins espacées. Par exemple, ce point-ci, il est sur une ligne qui passe par là. Je pense que c'est cette ligne-là. On voit pas forcément bien les lignes, mais chaque point est sur sa ligne, puisque on peut toujours multiplier le point par n'importe quel nombre entier pour obtenir de nouveaux triplets. Voilà. Et c'est ce qu'on remarque quand on a les 100 premiers triplets, enfin pas les 100 premiers, mais les premiers triplets pythagoriciens. Si on va un petit peu plus loin et on calcule les triplets pythagoriciens jusqu'à 1000, là on voit que l'organisation en ligne, on voit apparaître de nouvelles lignes. Et on voit apparaître aussi des cercles ici. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu des choses circulaires. On voit que certains triplets sont plutôt organisés autour de cercles. Et ça se voit encore mieux si par exemple on va jusqu'à 2000 triplets. Là on voit clairement qu'il y a des cercles concentriques qui se forment. Je pense qu'on peut encore aller un petit peu plus loin, peut-être jusqu'à 3000 triplets. Voilà. Et là on voit vraiment très clairement qu'il y a des cercles concentriques. Et ça c'est lié à des propriétés un petit peu plus complexes des triplets pythagoriciens euh, par rapport à leur lien à la fonction carré. En fait, ce ne sont pas des cercles, ce sont ce qu'on appelle des paraboles. Et la parabole, c'est la représentation graphique du fait de mettre un nombre au carré. Et là, on a plusieurs types de paraboles qui correspondent à des opérations un petit peu plus complexes que juste mettre au carré. Et donc là, on observe vraiment qu'en fait, l'ensemble des triplets pythagoriciens, il a plus de propriétés que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et en fait, c'est pas un problème si bête que ça de calculer les triplets pythagoriciens, puisque il y a plein de petites propriétés qu'on peut découvrir sur les triplets qui pourraient nous aider potentiellement à les calculer tous. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans la troisième vidéo qui utilise une méthode pour générer directement des triplets pythagoriciens sans avoir à tester des nombres qui potentiellement ne le sont pas. C'est avec des petites propriétés des nombres pythagoriciens. Un autre truc qu'on peut observer, c'est qu'il y a des paraboles qui ne sont pas euh, par rapport au centre, enfin qui sont pas alignées pareil. Par exemple, on a cette parabole ici que on peut suivre, mais on a une autre parabole ici qui est peut-être un petit peu plus difficile à voir, mais qui est plus horizontale que verticale. Et elle est intéressante aussi parce qu'elle elle montre qu'en fait, il y a des paraboles dans les deux sens. Je pense que si on augmente encore un petit peu, si on va par exemple jusqu'à 4000, non, ça va, 3200 par exemple, voilà, on verra un petit peu mieux ces paraboles qui sont plutôt allongées horizontalement. Et en fait, il y en a quelques autres qu'on peut trouver. Et c'est intéressant. Une autre chose marrante à faire, ça peut être de prendre notre génération de triplets pythagoriciens avec la méthode qui ne génère pas les triplets dans l'ordre, donc une matrice.
matrice, cette méthode, elle génère des triplets pythagoriciens, mais dans un ordre particulier. Et donc, par exemple, si on lui donne 3, elle va en générer beaucoup plus que 3. Elle va pas faire les plus petits, puisque il y a le plus petit, mais par exemple, 6, 8, 10, apparemment, il n'y est pas. Donc, bon, il y a des ordres particuliers de création, et ce qui peut être intéressant, c'est donc de prendre... on va prendre le deuxième élément, les deux premiers éléments, pardon, de chacun de chacun de ces triplets. Donc ici, on prend les deux premiers éléments de chacun. Ensuite, on va faire la même opération que l'on a faite tout à l'heure pour en faire la liste de tous les premiers éléments, puis la liste de tous les deuxièmes éléments. Et on va également plot, donc tracer ces points-là. Et on remarque là que en fait, on n'a pas vraiment le même schéma. Tous ces points sont des triplets pythagoriciens, eux aussi. Simplement, on remarque qu'ils sont plus organisés de façon allongée, et il y en a moins dans les zones en haut à gauche et en bas à droite. C'est parce que, en fait, cette méthode de génération, elle est plus géométrique et elle part en faisant des transformations géométriques sur les triangles. Et avec ces transformations-là géométriques, c'est plus compliqué d'atteindre les bords comme ça que d'atteindre des directions plus éloignées. Et en fait, une des transformations géométriques, c'est juste d'agrandir le triangle. C'est pour ça qu'aller en diagonale vers le haut droite, eh bien, c'est très facile. Par contre, ça demande plus de différentes opérations, d'aller juste à droite ou juste en haut, puisqu'il faut plein de agrandissement, rotation, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est si on prend un petit peu plus de valeur, là on voit vraiment qu'il y a des faisceaux d'endroits qui sont générés facilement. On a un point tout seul en haut à droite, c'est assez marrant. Et puis si on prend vraiment beaucoup de points, ok, il y a trop de points pour qu'il génère. Peut-être comme ça, non, même pas. Voilà, déjà là c'est le maximum qu'on va pouvoir faire. Mais on voit vraiment qu'il y a ces faisceaux d'endroits faciles à atteindre par les transformations géométriques, et des faisceaux d'endroits pas faciles à atteindre par ces transformations géométriques. Et ça pourrait être intéressant d'essayer de regarder quels sont ces points les plus faciles à atteindre et quels sont ces points les plus compliqués à atteindre. Je pense qu'il y a moyen de trouver des propriétés intéressantes. Peut-être que ça forme une espèce de figure auto-similaire un petit peu. Donc c'est une chose qui pourrait être intéressante à étudier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo bonus sur les triplets pythagoriciens. D'autres vidéos vont arriver sur d'autres sujets que les triplets pythagoriciens. En attendant, continuez à vous amuser avec APL, avec les mathématiques et avec la programmation en général.